Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Ma manière à moi de donner du sens à mes compétences est de contribuer à l'épanouissement professionnel de celles et ceux qui s'engagent au service d'une économie durable et inclusive. Animée par la curiosité de mieux les comprendre, pour mieux participer à déployer leur impact, j'ai décidé d'aller à leur rencontre. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir nous gagne. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles. Bonjour Lewis. Bonjour Perrine. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Je dirais que je suis un joyeux être humain qui essaie de grandir et de partager plein de bons moments et de richesses avec ceux qui l'entourent. Pour aller sur quelque chose de très précis. C'est très clair, merci, c'est limpide. Et Lewis, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit ? Je crois que je me suis jamais posé cette question avant la fin de mon école d'ingé. Même qu'est-ce que je voulais faire précisément, je me suis jamais vraiment posé cette question, avant bien longtemps et ce qui m'a amené à suivre le fil de l'eau et d'aller à l'école, et vu que, c'était plutôt socialement connu et que moi j'avais plutôt des facilités en maths, physique, je suis allé sur des études scientifiques et j'ai fait une prépa intégrée pour pas m'embêter à aller, faire des concours et plus, heu aller faire, la fête avec des amis et du coup, voilà, pour répondre à ta question, je me suis jamais vraiment posé la question, avant à peu près mes 25 ans, de qu'est-ce que je voulais vraiment faire comme, métier. Et qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras plus grand ? Oh je sais pas si c'est, il y a pas mal de choses, que j'ai envie de faire quand je serai encore plus grand. Là, en tout cas, ce qui est assez vivant en ce moment, c'est, l'élan de me certifier en communication non violente, et donc d'accompagner, des individus et des collectifs, particulièrement avec cette casquette, heu, un assez en profondeur. Hem Ce que j'ai envie de faire quand je serai plus grand, c'est déjà de continuer à vivre et à développer, les projets que je développe actuellement et qui me passionnent, que ça soit autant, l'entreprise sociale Happy Quest que, l'association, le Patio de la Salle, que des projets avec un formidable collectif, de communication non violente qui s'appelle Intériorité et Changement, où nous nous sommes rencontrés. Voilà, il y a ces trois projets-là et ce que je veux faire quand je serai plus grand, c'est aussi mon intention de manière plus générale, c'est l'intention que j'ai déjà depuis un moment, mais c'est d'être, un maximum pleinement moi-même donner, pour être, au service, du monde, que ça soit mes relations très proches, ma famille, mes amis, que ça soit les partenaires, dans les projets, de travail et que ça soit plus largement, j'aime beaucoup le concept de Thomas Danzbourg, d'intériorité citoyenne, être le meilleur de soi au service de tous et ça passe justement par, de la non-violence avec soi-même et c'est ça qui est assez chouette, c'est que c'est pas il faut travailler, 80 heures par semaine pour
parce qu'en se violentant, on ajoute à la violence du monde et je le cite, hein, là, c'est 100 lui. C'est voilà, donc c'est plus, une invitation, moi, à m'écouter et à grandir et je vois que plus je fais ça, plus ça contribue aussi autour de moi. Merci pour cette citation, d'un autre canari précisément, diffusé d'ailleurs, dans Canary Call. Vous pouvez retrouver, son épisode et justement, toi, quel lien tu fais entre le fait d'être pleinement toi-même et le fait d'être vraiment au service du monde? Comment tu expliques le lien? Mmh, le lien le plus simple, c'est, enfin, en tout cas, c'est de se dire, si on s'écoute et qu'on fait ce qu'on aime, bah, on le fait bien et ça nous donne de l'énergie et du coup, il y a d'un côté quelque chose du côté de la performance et d'efficacité, personnelle et de l'autre côté, bah, si on l'aime, c'est forcément dans une notion, à partir du moment où on fait ce qu'on aime, on est dans on n'est pas dans le calcul et on est dans le don quelque part en fait, on le fait parce qu'on l'aime et vu que ça nous nourrit, on ça rejaillit, sur les autres et c'est pas du tout, c'est ni égoïste ni altruiste, c'est juste contagieux au même titre que, bah, quand quelqu'un rigole ou bah, c'est que ça peut être contagieux comme les émotions, au même titre que quand on allume une bougie avec une autre bougie, ça n'éteint pas la première et du coup, pour citer quelqu'un d'autre, que j'aime bien, Albert Schweitzer, «Le bonheur est la seule richesse qui double quand on la partage». Du coup, je je tiens moi à la à la partager abondamment. Et qu'on est bien dans un monde aux ressources matérielles finies, mais que les ressources immatérielles et notamment, heu, la confiance, le partage, les connaissances, plus on les partage, plus, on est riche et donc en tant que bon ingénieur en efficacité énergétique qui aime bien optimiser les systèmes, je me dis que c'était pour moi l'énergie humaine, c'était, une richesse immense et que j'avais envie de contribuer à développer cette, richesse-là et en commençant par moi. Donc je crois que je me suis un peu écarté de la question initiale. Non, pas du tout, c'est Mmh. justement, tu es donc l'heureux fondateur de Happy Quest? Alors, Happy Quest, c'est une entreprise sociale dont, l'intention est de permettre à chacun d'agir pour être plus heureux au travail et plus concrètement, on accompagne, des clients, et les équipes des clients, à grandir, pour, mieux être et mieux travailler. Hem et donc, ça passe par des parcours d'apprentissage, qui sont, à la fois, pédagogiques et ludiques et à la fois heu, sur des temps forts présentiels qui peuvent être ou distanciels, qui peuvent être des webinaires ou des ateliers, d'une demi-journée, espacés, dans le temps, heu, pour, une mise en pratique dans le quotidien de travail, un ancrage, grâce à des outils digitaux qui peuvent être, de la communication sur, des newsletters, qui peuvent être, des réseaux sociaux d'entreprise et notamment on a, développé depuis plus de 3 ans, une super application mobile aussi qui permet au quotidien de mesurer son bien-être, ressenti au travail et donc, de voir ce qui va moins et d'identifier ses progrès et des challenges au quotidien pour, de manière, très simple et concrète, agir et passer à l'action au quotidien. Moi, c'est l'intention en fait depuis le début et la genèse de ce projet, ça vient de moi une prise de conscience, personnelle et une volonté de mettre en action et de plus être, quelque part, spectateur de ma vie et sans bien sûr, lâcher toute, intention de contrôle sur ce qui va se passer, juste peut-être, de intentionnellement, poser une direction et chaque jour, par petits pas, faire de mon mieux pour, tendre vers ça. Ce qui peut concrètement s'appeler, rêver. L'histoire d'Happy en fait, à la base, c'est un projet d'intrapreneuriat qui est né en 2015, suite à un congé sans solde, que j'avais pris de 7 mois pour, partir faire du bénévolat au Brésil et heu et à cette époque-là, ça fait 2 petites années que j'étais ingénieur en énergie durable dans un grand groupe et que je commençais à avoir un peu fait le tour de mon premier er métier en me disant: «OK, c'est ça le monde du travail, OK, c'est ça être ingénieur,
OK, est-ce que ça me plaît? Bah, il y a des collègues sympas et cetera et en même temps, oui, je contribue un peu à la protection de l'environnement et un tout petit peu et est-ce que c'est vraiment, ce que j'ai envie de faire toute ma vie? Est-ce que j'aime ça tant que ça? Est-ce que c'est tout à l'heure ce moment que tu évoquais, tu disais: «Finalement, je me suis posé la question à 25 ans, savoir ce que je voulais faire dans la vie». Est-ce que c'est ce moment-là dont tu parles? Précisément. C'était à 25 ans, en 2015. Bah, en fait, quand je suis arrivé au Brésil et que bon, j'avais passé un mois à profiter, pleinement et à essayer de m'intégrer et que je passais mes journées à aller faire du beach volley, sur les plages de Copacabana. Bah, il y a un moment, même, tu peux pas jouer toutes tes jour enfin, il y a un moment où tu dis: «OK, et maintenant que je suis à l'autre bout du monde et que je profite et que, voilà, je peux contribuer un peu, bah, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire?» Et c'est là où je me suis posé la question, bah, en fait, qu'est-ce que ouais, là, je suis en dehors de mon contexte, social, je suis pas il y a pas mes potes, il y a pas ma famille. Je suis avec ma copine, OK, mais elle est pas là. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire de mes journées? Et c'est là, en fait, où je me suis rendu compte que, bah, j'aimais aussi, apprendre et je me suis retrouvé à quelques 3-4 fois par semaine à être à la bibliothèque en pleine journée alors qu'il fait beau et j'avais jamais fait ça en étant 5 ans en école d'ingé, parce que c'était, sur des sujets qui me plaisaient et que j'aimais. En fait, là-bas, les deux pans qui m'ont particulièrement, dit: «Ah ouais, j'ai envie de tendre vers ça», c'était, la notion de bonheur au travail et j'avais découvert là-bas le livre de Tony Hsieh, je crois sur, bah, l'entreprise du bonheur et à côté de ça, un MOOC de Ticket for Change sur, ben, sur l'entrepreneuriat social et donc en fait, je me suis révélé en mode: «Ah mais en fait l'entrepreneuriat social, ouais ça m'anime et ça j'ai envie de tendre vers ça» et de l'autre côté, bah, le bonheur, en fait je me dis: «OK, qu'est-ce que j'ai envie dans la vie?» Bon, ben, être heureux, OK et qu'est-ce que je fais concrètement, derrière, cette intention-là? Et c'est souvent une question que je pose sur, certains ateliers. Bah, OK, on a tous envie d'être heureux, on a ce but en commun et en même temps quelles actions concrètes on met en place dans notre quotidien pour aller vers ça? Ou qu'est-ce qu'on fait déjà et qu'on pourrait plus consciemment se dire: «Ah ouais, ça contribue à ce que je sois heureux au quotidien». Et donc c'est cette question, bah, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que j'ai envie de faire, qui est à la base et voilà et c'est ouais, c'est cette première expérience, le début du chemin, vers ce que j'ai vraiment envie d'être et de vivre au quotidien. Est-ce que ça veut dire que pour toi, finalement, le bonheur, c'est une compétence? Mmh, heu Le bonheur, ça s'apprend. Ouais, en tout cas, il y a une partie de ça. Il y a une partie de alors, il y a enfin, en tout cas, quand j'en parle, il y a aussi déjà quand même important de dire qu'on n'est pas tous égaux sur notre capacité à être heureux et que, il y a une partie, génétique. Il y a aussi, je vais pas m'étendre sur les stats, mais une partie aussi, après culturelle et d'épigénétique. C'est-à-dire que, bah, des personnes, dans leur petite enfance qui ont été abandonnées ou traumatisées ou bah, ça diminue leur capacité à à se connecter aux autres et à avoir de l'empathie et donc potentiellement après à ressentir des émotions agréables, qui peuvent, amener à un état global de bonheur. Mais globalement, oui, en fait, bah, c'est ce que la psychologie positive, a découvert et met en avant dans ses travaux depuis, depuis maintenant, depuis les années 2000, c'est une discipline officielle depuis 98 et on a une capacité, d'action sur notre bonheur et ça passe par beaucoup de choses. On pourra les détailler si tu le souhaites, mais oui, on a une capacité d'action. Heu, à notre échelle, on maîtrise pas tout, bien sûr, mais on peut agir. J'adore ton approche, scientifique, sur la question du bonheur. Ce sont des compétences transposables, d'ingénieurs? Mais et donc ça peut emmener sur un deuxième gros déclic, c'était, la Fabrique Spinoza, et l'université du bonheur au travail. Et donc pour la faire très courte, en 2015, donc j'étais, à Rio, au Brésil, tout ça, caipirinha, beach volley, tout ça et je me formais autour du bonheur, du bonheur au travail et j'avais vu à la rentrée, fin septembre, donc c'était un mois à peine après que je rentre de 7 mois de congé sans solde, une formation de la Fabrique Spinoza. C'était la première université du bonheur au travail et du coup depuis mon petit appart au Brésil, j'ai envoyé un mail en disant: «Bon,
je rentre au début septembre et je sais pas, ça m'étonnerait qu'ils acceptent, après m'avoir filé un congé sans solde, de me financer cette formation, mais ça me ferait très plaisir de tenter le coup. Et finalement, ils m'ont gardé une place et merci Géraldine et ça a marché. Heu et du coup, c'est là-bas où en fait j'ai pris une grosse, entre guillemets, «une grosse claque» de personnes qui montrent des coups. Bah, c'est là où j'ai découvert un peu plus concrètement la psychologie positive appliquée au monde de l'entreprise et des entreprises qui depuis les années 60 utilisent des d'autres manières de travailler ensemble qui génèrent, un épanouissement collectif et une performance bien supérieure. Et c'est même pas de l'ordre de 5 ou 10, c'est plus c'est un gap en fait, un vrai gap. Et du coup, je me suis dit: «Bah OK, moi, gentil cadre CSP+, je vais retourner dans ma boîte et j'aurai ça». Et j'aurais eu la chance d'avoir découvert ça, mais tous mes collègues, qui ont pas forcément les mêmes sources d'informations et cetera, bah, eux concrètement, ils savent pas ça et je dis: «Bah, moi, je viens de le découvrir». Ce serait tellement Et il y a des choses tellement concrètes, tellement actionnables que c'est malheureux en fait que ça soit pas plus répandu et qu'on n'apprenne pas, ces choses-là à l'école, autant que l'intelligence émotionnelle. Et bref, c'était comme ça que je me suis dit: «Bah, peut-être, heu, un une intention de diffuser ces bonnes pratiques de manière concrète et de passer des apports théoriques à la pratique». Et si pour répondre aussi à ta question, je pense que du coup, mon background scientifique fait que, ouais, j'ai aussi cette appétence à aller chercher des sources, à aller chercher, des études et que théoriquement ça soit solide pour se permettre après d'aller sur du ludique et que ça soit jovial et simple en fait parce que c'est aussi, une notion d'optimisation et d'efficacité, c'est, de apprendre par le jeu. On fait ça depuis qu'on est né et c'est à la fois, bah, c'est une des d'apprendre en situation de travail, enfin de manière appliquée et en même temps, si on y prend du plaisir, c'est comme ça qu'on se mémorise le mieux et que du coup, on a envie de reproduire ces comportements et donc de grandir ou d'apprendre et de développer de nouvelles compétences et donc voilà. J'ai entendu que c'était un projet intrapreneurial au départ. C'était dans quelle entreprise? Du coup, c'était chez Engie, j'étais chez Engie Cofeli, c'est les services à l'énergie chez Engie. Et donc si je reviens, je rentre du Brésil, donc je fais cette formation sur l'université du bonheur au travail. À la fin, on nous donne un diplôme comme quoi on est, passeur de bonheur au travail et de dire: «Bon, bah, maintenant dans ton entreprise, diffuse ça comme tu veux». Moi, 1 ou 2 semaines après, une collègue à un pot de départ vient me voir en me disant: «Ah, il y a un concours d'innovation interne, il faut prototyper des applications mobiles, est-ce que ça te dit de participer?» Et comme ça, j'ai dit oui et 2 jours après, je lui dis: «Eh, si on pourrait faire une application sur le bonheur au travail?» Et on a bien rigolé en se disant: «Waouh, c'est perché et ils vont jamais ça va jamais entre guillemets, intéresser». Et en même temps, on s'est dit: «Bon, bah, dans tous les cas, ça permettra aux personnes» parce que ceux qui décident des projets, c'est quand même des gens un peu haut placés dans la pyramide, bah, peut-être de les éclairer sur cette éventualité-là. Et en fait, bah, on a été en finale du concours sur une centaine, d'équipes et on a terminé au pied du podium parce qu'on n'avait pas un business model, sérieux autour de ça, à ce moment-là. Et donc ça, en fait, ça s'est lancé comme ça par un projet, un concours d'innovation interne, où on m'a proposé de participer et ça s'est créé comme ça. Et après, bah, pour faire l'historique rapidement, en 2016, on va en finale du concours. On n'est pas pris, mais en postant sur le réseau social d'entreprise, il y a un fort engouement sur, notre prototype, notre maquette, notre vidéo de présentation. Et il y a la numéro 2 du Donc on ne groupe. vous a pas traité de on ne vous a pas traité de bisounours, vous avez été pris au sérieux? On a entendu le mot aussi et en même temps après en fait c'est les arguments que tu mets derrière. Et là c'était en 2016, heu, c'était déjà un peu plus entendable qu'en 2010 et maintenant c'est encore plus, heu, acceptable d'entendre de l'épanouissement professionnel. Le bonheur pas nécessairement et suivant les contextes effectivement ça peut être déplacé pour des gens où les risques psychosociaux ne sont déjà pas respectés, enfin pris en compte. Mais du coup, en fait et l'innovation a plu parce que c'était aussi, ben, libérer l'énergie des collaborateurs qui était le plan stratégique du groupe. Heu et après, non, c'est pas un truc de bisounours et comme je dis, en fait, moi,
ma capacité d'ingénieur, c'est ce que j'aime, c'est l'optimisation des systèmes énergétiques et en fait, quand on est heureux, résilient et on est performant et ça tout la psychologie positive l'a prouvé depuis bien longtemps et les entreprises qui ont pris ce virage-là, ont montré des performances supérieures, même des il y a même un fonds qui s'appelle Sycomore qui a choisi de faire ses investissements que sur des entreprises où, on traite bien les gens, on prend en compte, où l'humain est au centre, où on prend en compte leur épanouissement professionnel et ce fonds surperforme de plus d'une dizaine de pourcents sur, l'Euro Stoxx, la moyenne des investissements, donc en fait, c'est pas bisounours, c'est même les financiers s'y mettent parce que, c'est un vrai vecteur de performance et voilà, après dans le monde actuel, du travail, où il y a, notamment pour les grands groupes, les une «fuite des talents» entre guillemets, la une attention de plus en plus importante à ce que les gens, offrir cet épanouissement professionnel parce que, et c'est pas que les jeunes générations, c'est tout le monde commence à se dire: «OK, le travail, c'est pas que la stabilité» et d'ailleurs on ne peut plus nous la garantir. C'est aussi, moi je cherche aussi un épanouissement par le travail et c'est valable un peu pour, tout le toutes les strates de population et en particulier chez les jeunes parce que c'est un peu tous les jeunes, mais aussi beaucoup de moins jeunes qui recherchent ça et à juste titre, quelque part sociétalement, on peut se le permettre, maintenant donc pourquoi pas, en fait. C'est génial, donc Engie t'ont accordé un congé sabbatique après une formation, après un projet, intrapreneurial. Hem, pour toi finalement, selon toi, hem, le fait de te permettre, de faire, tout ça, qu'est-ce que ça a pu générer comme, effet, direct et indirect pour eux? Mmh, à chaque fois et c'était du gagnant-gagnant et enfin il y a plusieurs éléments autour de ça. Enfin, déjà, il y a pour moi une partie de chance et en même temps, une partie de proactivité et d'essayer de mettre tout en œuvre pour qu'ils disent «oui». Parce qu'à chaque fois, il y avait besoin de convaincre, de et déjà, d'être irréprochable sur son travail, plus après, montrer les bons arguments, au fil de l'eau pour que ça soit accepté et c'était pas en mode: «Oui, OK, bien sûr, oui, OK, bien sûr». Il a toujours fallu un peu argumenter et batailler et ça aurait pu ne pas marcher et ça marchait pas toujours. Mais derrière, en tout cas, c'est vraiment gagnant-gagnant et parce qu'en fait, concrètement, et je l'avais glissé à ma responsable RH, avant le congé sans solde au Brésil, mais moi, ça faisait 1 an et demi, 2 ans. C'était un projet où j'avais encore jamais vécu vraiment une grande expérience à l'étranger. Ma copine, allait avoir, un semestre d'études là-bas. Si j'avais pas le congé sans solde, j'aurais démissionné, j'y serais allé quand même et et je l'ai pas fait et tant mieux parce que ça m'a assuré une vraie sécurité financière et je n'ai pas vécu la même, expérience là-bas. Parce que financièrement, c'était beaucoup plus confortable et en rentrant, je suis resté, j'ai été ultra engagé et j'ai pu, sur un poste où il y a beaucoup de turnover, monter moi en expérience et du coup, former des plus jeunes et après en me formant au bonheur au travail, j'ai pu aussi, rattraper, par exemple, là, il y avait un alternant avec qui avait fait 1 an et ça se passait pas du tout bien avec son tuteur. En le reprenant et grâce à ces notions aussi que j'avais vues à côté, réussir à ce qu'on avance dans le bon sens de manière constructive pour lui et pour l'entreprise et derrière, oui, en fait, concrètement et après pareil pour l'intrapreneuriat qui m'ait laissé de l'espace pour ça. Ça m'a permis de moi pouvoir, voir autre chose et continuer à acquérir des nouvelles compétences, des capacités, de ramener ça, au sein de mon équipe parce que c'est là où je testais un maximum de choses et par, moi mon épanouissement et du coup de rayonnement un peu, quand je suis parti, sur mon plateau, derrière les collègues ils m'ont dit: «Ouais, l'ambiance elle a un petit peu tombé». Parce qu'en fait, derrière ça c'est un cercle vertueux qui se met en place et même si je passais moins de temps sur mon travail, en fait, j'étais plus efficace, donc je le faisais en moins de temps et ça me permettait d'innover en interne et de faire monter en compétence des plus jeunes et de garder la compétence aussi sur ce poste où il y a du turnover plus longtemps et donc ça a été gagnant-gagnant et voilà, sans avec une entreprise, fermée, je serais resté 1 an là-bas et j'aurais fait autre chose et on se serait pas revus
Et là, du coup, ça a permis, d'aller beaucoup plus loin ensemble et de faire un bout de chemin beaucoup plus constructif. Et derrière même, parce que quand je suis parti et que j'ai créé l'entreprise Apicway, j'ai été excubé. C'est-à-dire que, je suis parti et j'ai continué à faire une prestation de service pour, Engie, sous l'égide de Happyquest, pour, continuer à partager des bonnes pratiques pour, s'épanouir au travail à mes anciens collègues. Donc quelque part, en fait, c'est un échange où tout le monde s'y retrouve et derrière, voilà, le fait d'avoir vécu ça, derrière j'ai été, entre guillemets, invité sur des tables rondes ou des conférences à partager l'expérience et cetera. C'est aussi des signaux où derrière Engie, des jeunes qui entendent ça et qui ils voient aussi que, dans ce groupe-là, potentiellement, il y a aussi des opportunités de faire des choses, innovantes, originales et de s'y retrouver, dans un grand groupe. Et du coup, enfin, en tout cas, là-dessus, moi, quand on me pose la question, du coup, je suis, quelque part promoteur, même si j'appartiens plus au groupe et j'ai aucun intérêt avec eux, de dire, oui, en tout cas, avec moi, ils ont ouvert beaucoup ils ont accepté d'ouvrir les portes que je demandais d'ouvrir et et je connais d'autres personnes dans le groupe où c'est aussi le cas. Donc ouais, enfin, pour moi, c'est du gagnant-gagnant et à et versus, des mauvaises pubs qu'on peut avoir sur, des comportements, enfin, pas du tout éthiques de grands groupes, à d'autres endroits, voilà, en fait, enfin, il y a quelque part où si on calcule, c'est rentable pour tout le monde et en même temps, il y a pourquoi même essayer de calculer? C'est juste du bon sens. Mmh. Si les gens s'épanouissent, forcément ça ils le revendront au centième. Donc c'est une fin en soi, en fait. C'est, c'est très optimiste de t'entendre parler finalement de ces impacts en direct, de ces programmes intrapreneuriat que parfois, on peut taxer d'être, bisounours, utopique, de vendre du rêve. Parce que finalement, tu as pu le transformer pour toi-même et pour et au service de l'entreprise et on le sait, c'est tellement d'énergie de porter, des programmes d'intrapreneuriat, de les développer, de les défendre, c'était d'ailleurs, l'objet de l'épisode numéro 2 avec, Sandrine, Delage qui a développé le programme entrepreneuriat, For Good, qui est en transverse entre, BNP Paribas, Engie et Danone. Donc, je trouve ça vraiment, passionnant de t'entendre, raconter finalement tous les impacts personnels et puis, à l'échelle, plus corporate, que ça peut, avoir. Toi, si tu devais, avec le recul, formuler, des recommandations justement à des dirigeants d'entreprise ou à des managers sur, comment, comment finalement, déployer l'impact, de ces innovateurs responsables que tu incarnes? Mmh, ce qui me vient là comme ça, c'est écoute et confiance. Enfin, c'est les mots qui me viennent ou d'être à l'écoute, des enjeux enfin, et des élans des collaborateurs sur ces sujets-là et potentiellement, enfin, ouais, de faire confiance et de responsabiliser autour de ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a permis de grandir et j'ai conscience que les différents managers que j'ai eus, heu, ça faisait vraiment partie bah, ils ont vraiment eu cette bonne posture OK, ils sont à l'écoute. C'est des choses qui, pour certains, étaient très, très loin de leurs idées ou de leur vision et en même temps, voilà, ils ont fait confiance. Ils ont fait confiance et ouais, c'est du donnant-donnant, vraiment et du gagnant-gagnant derrière. C'est que c'était aussi, voilà, moi, j'étais aussi ultra engagé du coup, aussi grâce à ça, j'étais ultra engagé sur mon travail. Bon, ça arrivait parce que j'étais dans le service commercial à faire, des nuits blanches et je les faisais avec grand plaisir et à cette époque, enfin, c'est même pas je me posais la question. C'était juste, ça a du sens. En fait, ils donnent tous les ingrédients pour, que je m'engage et que je m'engage vraiment, dans ce travail collectif et que je sois au service du collectif et du coup, et je faisais ça et des fois, je prenais 2 jours pour aller faire une formation et
et je m'arrangeais pour que ça impacte pas, l'opérationnel courant et c'est vraiment, ça, c'est donnant-donnant. J'entends aussi un point assez important sur le temps. C'est-à-dire que tu dis, écouter les élans de ses collaborateurs et et les élans, c'est voilà, c'est intuitif, c'est sur le moment. Donc notamment quand, il fallait t'accorder le congé, sans solde ou de toute façon sinon tu serais parti, c'était sur du très court terme. Donc savoir écouter les élans là, maintenant, tout de suite et en même temps vraiment miser et investir sur les talents, dans la durée. Et accepter aussi le temps long, des maturations, Il y a clairement, oui, dans la un enjeu de confiance. ouais, il y a un enjeu de temporalité et c'est ce qui détruit aussi beaucoup de grands groupes. C'est des stratégies très court-termistes, en fait, même dans et à tous les plans et notamment au plan RH, par moment. Enfin, quand même une petite nuance pour, le congé sans solde, c'est un truc que j'ai négocié pendant 6, je me suis pris, presque 1 an à l'avance ou au moins 8 mois. Enfin et du coup, c'est aussi là, il y a un enjeu de temporalité de l'entreprise, parce que eux aussi, ça veut dire que si la ressource part, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre. Enfin, et pour l'intrapreneuriat, c'est aussi très un enjeu crucial de timing qui peut aussi être très frustrant parce que la temporalité de l'entreprise est bien différente de l'intrapreneur, débordant d'énergie et donc oui, en tout cas, enfin, il y a un vrai enjeu de temporalité pour, bah, s'y prendre à l'avance. En tout cas, si on ça vient pas du jour au lendemain dans un grand groupe, ça prend toujours pas mal de temps, pour convaincre et obtenir, ce qu'on veut et et derrière, ouais, c'est en tout cas miser sur le temps long et se dire, en fait, c'est développer les richesses humaines et se dire que que ça va nourrir. Enfin, c'est dans l'enjeu de ressources humaines, il y a un peu la notion de, ben, je prends, j'ai une unité et cette unité, elle a telle valeur et ça va pas bouger. Alors qu'en fait, un employé, et les entreprises s'en rendent compte, c'est un employé engagé ou un employé désengagé. Heu, L'employé désengagé peut même potentiellement, nuire à la productivité et un employé engagé peut embarquer une équipe et décupler la productivité, et la performance, collective. Donc il y a vraiment cet enjeu, d'engagement et les entreprises font face à un énorme désengagement au travail, heu, aussi lié à ça. C'est que, bah, en fait, on prend des humains pour des ressources comme si c'était, un ki un kilo de un kilo de matériel alors que pas du tout et que justement, bah, de d'insuffler et d'entretenir, l'énergie, la motivation, l'engagement, des individus qui travaillent, en sein de l'organisation, c'est absolument fondamental pour la performance, de l'entreprise. C'est déjà un bien en soi et un grand vecteur de performance et ça aussi c'est prouvé, scientifiquement. La Fabrique Spinoza a fait une super étude aussi, là-dessus. Tu parles d'énergie, tu travailles enfin, finalement, tu as toujours travaillé dans le secteur de l'énergie, hein, les énergies renouvelables, l'énergie, humaine. J'aimerais bien qu'on parle de la tienne, parce que tu es chef d'entreprise, Non, pas tu es cher. président d'association, tu tu passes, une, certification en CNV. J'ai aperçu, pendant notre stage, ensemble de CNV, que tu faisais pas mal de sport. Hem, comment tu gères ton énergie? Qu'est-ce qui t'en coûte et comment tu la renouvelles, toi, la tienne? Mmh. C'est un peu moins, mais ça a pour longtemps été c'est toujours un enjeu et un point d'attention important. Et ça, je remercie, j'ai eu la chance d'être accompagné en coaching quand j'ai lancé, l'entreprise. Je suis passé de l'intrapreneuriat à l'entrepreneuriat solo. Maintenant, je suis pas chef d'entreprise, je suis cofondateur et il y a toute une équipe, qui avance et sur l'association, oui, je suis président, mais il y a 8 salariés qui font le gros du boulot et j'apporte, l'énergie justement, bah, au bon moment, au bon endroit et c'est pas souvent, en fait, heureusement, heureusement que je m'occupe de faire, les loups-garous le samedi soir avec les enfants, parce que justement ça nourrit mon énergie et en fait la réponse elle est vraiment là-dedans, dans se poser la question
sortir de il faut faire ceci ou il faut faire cela et de se dire: «Bah, en fait, qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce qui me donne de l'énergie?» Et sur les tâches que j'aime pas faire, comment les aborder d'une manière qui me donne de l'énergie? Et donc bah, ça, en fait, il y a pas trop de secret, c'est en se posant la question et en essayant de mieux se connaître, qu'on peut identifier, soit les activités qu'on aime particulièrement, heu et aussi la manière de faire des activités parce que, on a toujours, par exemple, moi, si tu me dis de faire de telle manière quelque chose, je vais pas le faire ou j'aurai très peu d'énergie ou ça va me coûter beaucoup d'énergie de le faire. Si je choisis de comment je m'organise et de quelle manière je le fais ou si je sais pas, je sais que je pourrais compter sur quelqu'un. Enfin, il y a vraiment cet enjeu de, de se poser sur le prisme de, bah, qu'est-ce qui me donne de l'énergie dans mon quotidien? Qu'est-ce qui m'en prend? Et on bascule, sur des choses qui nourrissent notre énergie en commençant par des tout petits pas et un exemple concret sur le sport, ben, quand je suis revenu du Brésil et où je faisais énormément de sport et que je suis revenu, bosser à la défense et que j'avais énormément de charge de travail, bah, j'avais presque des fois pas le temps d'aller faire, mon entraînement de volley le soir et du coup, je me suis dit: «Là, ça me convient pas du tout, au niveau sport» et donc je me suis mis à faire juste 1 à 2 minutes de sport 2 fois le matin par jour et c'est de 1 minute, c'est devenu 5 minutes, de 2 fois par jour 2 fois par semaine, pardon. C'est devenu, 5 fois par semaine et là, maintenant, je prends au moins une demi-heure, 1 heure, pour moi à faire, du sport ou des étirements ou des exercices ou de la méditation, que j'ai commencé il y a 5 ans et c'est pareil, c'est genre, à faire 3 minutes par jour et j'étais à des années-lumière de me dire que c'était, de voir, tout ce qu'il y avait derrière et c'était juste, bah, pour tester et nourrir mon énergie et en fait, c'est ça qui fait que, si, je passe mon temps à faire des choses que j'aime, bah, je vois pas le temps passer et ça me coûte pas tant d'énergie. Au contraire, bah, là, l'échange qu'on a, on s'est vu à 16 heures, il est 17 heures. J'ai l'impression d'avoir plus d'énergie maintenant que quand on a commencé. Donc à la fois j'en ai dépensé, j'en ai reçu encore plus. Donc heu, donc c'est vraiment ce prisme-là qui fait que globalement on peut bon après c'est important de faire attention à son sommeil et cetera et ça arrive, dans la frénésie de perdre un peu de vue, l'essentiel du repos et du calme. Mais globalement, oui, c'est nourrir son énergie et moi, faire du sport le matin, ça m'a énormément nourri pendant longtemps. La méditation, ben, c'est aussi un excellent moyen de concentrer son attention sur, ce qui est essentiel dans le moment et du coup de moins perdre d'énergie avec ce qui n'est pas essentiel, dans le moment et aussi avec toutes les inquiétudes ou quoi que ce soit et donc tout ça, en fait, ça permet en fait d'avoir, un capital énergie bien plus fort que, bah, quand on fait un taf parce qu'il faut aller bosser et qu'on n'a pas de relation particulièrement ou que notre chef il nous reconnaît pas ou qu'il nous considère pas, donc on se sent pas respecté autour de soi. Bah, tout ça en fait, et tout ce qui est, de l'inquiétude ou du stress permanent au travail, ça pompe une énergie monumentale et ce qui amène, après à des burn-out et du coup, c'est vraiment cette notion d'énergie, c'est une ressource en fait et que plus on s'écoute, plus on est vigilant à la préserver, à en prendre soin et à la nourrir, bah, plus on en dispose tout simplement. Bah, merci beaucoup et merci pour le transfert, d'énergie, voilà, j'en reçois plein, réciproquement à travers l'écran parce que malheureusement nous sommes encore dans la période où nous faisons, les interviews, à distance. Mais je me note effectivement, faire les interviews le vendredi soir, ça rebooste pour le week-end et je pense que je vais attaquer ton montage dès lundi comme ça, voilà, je te réécouterai une deuxième fois et j'aurai la pêche pour démarrer la semaine. Mmh. Hem Tu as commencé tout à l'heure par faire vraiment le lien entre le bonheur et l'impact. Qu'est-ce que tu cherches, à transmettre justement, dans tes démarches, aux autres dans cette logique, d'impact, qui t'anime? Il y a plusieurs choses qui me viennent. Il y a un peu, en tout cas, une définition du bonheur qui n'est pas du tout celle scientifique ou quoi que ce soit, mais que j'aime bien. C'est, allier apprentissage, plaisir et sens au quotidien.
Donc c'est un peu plus concret, mais du coup, et et de et de moi d'essayer dans mon quotidien, bah, voilà, de partager, les connaissances. Moi, ce que j'ai découvert, expérimenté, je mesure, le chemin, tout ce qui a cheminé et de me dire, bah, ce que j'ai utilisé, mis en pratique, je pense que ça peut servir à d'autres et en tout cas, partager ce qui moi m'a nourri et me rend heureux au quotidien. Il y a cette notion de partage de connaissances, d'apprentissage et vraiment, il y a c'est, passer un peu de l'intention à l'action et on parlait tout à l'heure aussi avec le confinement qui nous force à ralentir et que, bah, par la peur, certes, on peut être beaucoup paralysé et heu et heu et pour moi, c'est un message important à la fois, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive et on a tous des ressources, limitées et en même temps, ben, on a tous une capacité d'action et ne serait-ce que d'en prendre conscience et avec bienveillance, se dire: «Ben, chaque jour, je fais de mon mieux pour faire un petit pas, heu, qui est sur quelque chose qui va nourrir, ma joie», que ça soit de savourer un câlin, que je fais avec, un proche et qui va décharger de l'ocytocine et qui va nous apporter de la joie je prends 5 minutes entre 2 réunions de visio pour vraiment juste faire une pause et boire un coup, prendre l'air 2 secondes ou écouter une musique. Beh, c'est des choses, très en fait, qui sont tellement simplissimes et concrètes ou de dire comment ça va et d'écouter la réponse avec attention, qu'on perd de vue, l'importance et la puissance de ça. On est des êtres sociaux et on s'en rend compte avec le confinement ben, sans liens sociaux ou au travail ou quoi que ce soit, c'est difficile et que c'est vraiment dur pour ça. Bah, justement, pour moi, c'est une opportunité de se rendre compte, on l'avait sous la main et on n'en profitait pas, suffisamment de la vie et de partager des moments tout simplement à la machine à café. Maintenant, tout le monde rêve de dire: «Ah genre, je kifferais tellement être à la machine à café et juste prendre, mon café ou mon chocolat ou mon thé avec ma collègue d'à côté et papoter 5 minutes avant de se mettre, devant l'ordi» ou de bah pour moi, ça a un avantage et il y a bien sûr plein d'inconvénients, mais c'est de la prise de conscience de l'importance de nos relations et à quel point en y portant attention et en les nourrissant, ben, on peut vraiment agir sur notre mieux-être et par les relations, ça commence par la relation à soi et du coup, où on est souvent et on s'en rend compte aussi en télétravail, quand on doit s'autogérer, qu'on est quand même on est en général un chef assez autoritaire et violent et heu et méchant avec avec nous-mêmes et du coup, ça commence par, la bienveillance envers soi, s'écouter avec bienveillance et faire ce qu'on aime, ce qui nous donne de l'énergie. Justement, quel serait ton canary call, du moment? Alors le canary call, c'est, ton cri d'alerte, ou le message que tu aurais envie de porter au plus grand nombre? Mmh. Alors ce qui me vient et c'est des en tout cas si, j'avais aussi entendu que il y avait aussi la vocation potentiellement, d'inciter des personnes à s'engager sur une voie comme ça un peu entrepreneuriale, sous tous ses sens, qui est à dire, en gros, d'essayer de construire, quelque chose, intentionnellement dans sa vie. Heu, c'est, quelque chose qui m'a vraiment porté et que je me dis, est très puissant. C'est, une citation de Xavier Dolan qui dit: «Rêve, ose, travaille et ne renonce jamais». Rêve, ose, travaille et ne renonce jamais et en final, c'est assez simple et en même temps, bah, c'est tellement pour moi, ça résonne tellement et il y a un podcast de Panayotis, qui faisait des interviews sur Canal+ aussi, c'est un TEDx, où il reprend ça. Voilà et effectivement, en fait, c'est déjà, comme je l'ai dit au début, bah, jusqu'à 25 ans, j'avais pas vraiment rêvé. Tout ce que je rêvais, c'est juste d'avoir suffisamment de sécurité financière pour plus être une charge, mais un soutien pour ma famille et du coup, bah, je suis arrivé dans un taf, convenable et en même temps qui m'épanouissait pas plus que ça parce que je m'étais pas posé la question de qu'est-ce qui va vraiment m'épanouir et que tant qu'on sait pas vraiment dans quelle direction on a envie d'aller, vraiment, ben, en fait, on va nulle part, on se fait balader au gré des vents et donc ça commence par ça, par, s'écouter pour, rêver et de voir qu'est-ce qu'on aimerait faire, si tout était possible
et après, bah, d'oser, passer à l'action et ça, c'est, en tout cas ce qu'on essaie de passer nous dans Happy Quest, c'est des petits pas au quotidien, vraiment des petits pas et faire de son mieux avec beaucoup de bienveillance et de douceur, faire des petits pas très concrets et c'est ouais, c'est une autre citation: «Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas» et clairement quand j'ai fait ma demande pour aller au Brésil ou quand j'ai demandé à faire une formation de la Fabrique Spinoza ou quand j'ai lancé, le le projet, d'innovation interne d'entrepreneuriat, à aucun moment je me suis dit: «Ouais, dans 2 ans, je vais être un entrepreneur, je vais avoir ma boîte et au bout de 3 ans, on va être une équipe, on va être 6-8 à être, épanouis et pleinement authentiques au travail» et d'entendre de personnes, qui ont fait plus de 10 ans d'entreprise, de dire: «Bah, avec Happy Quest, c'est la première fois que je me sens vraiment, pleinement moi-même et que je m'autorise à être moi-même authentique, dans mes relations de travail, alors qu'on est en full télétravail à distance et qu'on se voit rarement». Bah, voilà, en tout cas moi, c'est pour ça que j'ai, heu, j'ai initié ces aventures, c'est pour vivre ce bonheur au travail et je suis ravi, que ça se passe comme ça et c'est pas le paradis tous les jours ou quoi que ce soit et c'est pas bisounours. C'est juste un chemin et la seule vigilance, c'est que ce chemin soit joyeux, en fait. C'est peu importe où on arrive et 1000 fois j'ai visé un endroit et j'ai atterri ailleurs. C'est ce qui fait joie fait sens, en fait et à partir du moment où le chemin il est joyeux, bah, on peut atterrir n'importe où, même si l'entreprise ferme demain, même si quoi que ce soit, bah, en fait, je vais regarder en arrière, je me dis: «Mais qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que j'ai kiffé?» Bosser avec ces gens, les connaître, grandir ensemble, partager, tout ce qu'on a partagé pour essayer d'avoir un impact à notre échelle, dans le monde du travail. Bah, en fait, ça peut se terminer demain, je serai déçu et dégoûté, ouais, mais en même temps, je recommencerai tous les jours, quoi. Donc c'est vraiment des petits pas, qui nous apportent de la joie au quotidien. C'est pas plus compliqué que ça, quoi et donc oser faire ses premiers pas et après de garder le cap. Bah, merci, Lewis pour cette invitation au voyage avec, soi-même et pour pour conclure, sur quel titre, sur quelle musique tu aurais envie, de finir cet échange? Celle que j'adore, écouter, que je mets souvent, c'est, Somewhere Over the Rainbow de Yves. Ça me parle pas mal. Je sais pas Parfait, si merci, c'est parti. Bah, merci Lewis. bah, merci, Perrine, grand plaisir d'avoir partagé, ce temps avec toi. Merci pour votre écoute. Si vous voulez avec moi amplifier la voix de mon invité, je vous invite à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée de podcast, à partager les posts des réseaux sociaux de Canary Call sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Si vous avez des idées d'invités, n'hésitez pas à m'en faire part via mes réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle rencontre. Someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dreams that you dare to, oh why can't I, oh, someday I wish upon a star,
melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. And the dreams that you dare to